Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour! Dans les 2 précédents épisodes, je vous ai présenté d'une part les 5 agrégats et d'autre part comment ils s'articulent avec d'autres approches concernant ce qu'est un être humain. Ces détours n'avaient pour vocation que de remettre en perspective cette notion bouddhique et mettre en lumière les différences qui existent avec ces autres théories. Pour rappel, les Égyptiens décomposent la personne pour préserver son identité dans l'au-delà. La phénoménologie décrit les structures de l'apparaître. Freud décompose le psychisme pour comprendre les conflits inconscients. Jung décompose la psyché pour intégrer ses dimensions symboliques. Les 5 agrégats, eux, décomposent l'expérience pour montrer que ce que nous appelons « moi » est une construction conditionnée. C'est pourquoi leur portée pratique reste forte pour la pratique du bouddhisme. Dans une situation de colère, par exemple, il devient possible de regarder que se passe-t-il dans le corps, quelle tonalité affective est présente, comment la situation est-elle interprétée, quelle réaction se prépare, où est fixée la conscience. Et cette observation ne supprime pas la colère immédiatement, mais elle empêche peut-être de se confondre entièrement avec elle. Il y a une différence entre « je suis en colère » et « ma colère apparaît dans certaines conditions ». Il y a une mise à distance possible. Ce recul peut lui-même conduire à lâcher le « ma colère » pour le transformer en « une colère ». Dans une situation de honte, la même analyse est possible. Un comportement qui n'est pas en accord avec certaines de nos valeurs s'est produit. Le corps se contracte. Le ressenti est douloureux. La perception transforme l'erreur en identité. Je suis ridicule. Les formations mentales ajoutent des scénarios. Tout le monde m'a jugé. Je ne devrais plus m'exposer. Et la conscience tourne autour de cette scène. Observer les agrégats permet de distinguer l'acte, l'interprétation et l'identité fabriquée. Dans le désir amoureux, également, l'analyse est utile. Le corps s'active. Le ressenti est agréable. La perception sélectionne certains traits de l'autre. Les formations mentales projettent une histoire. La conscience revient sans cesse à cette personne, hantée par les sensations, les perceptions et les formations mentales amoureuses. Ces phénomènes intérieurs sont symbolisés par des démons dans le bouddhisme tibétain. La vacuité ne nie pas le désir ni les sentiments amoureux. Elle montre que l'objet de notre amour est coproduit par un ensemble complexe d'imbrications des 5 agrégats. Ce n'est d'ailleurs ni mal ni bien d'être amoureux. C'est juste une forme d'expression de ce qu'on appelle le dharma. C'est une réalité de l'être qui n'a pas vocation à disparaître avec la pratique du zen. Les 5 agrégats ne rendent pas la vie froide. Ils ne demandent pas de se retirer du monde. Ils invitent à voir plus précisément comment l'expérience se forme avant de la transformer trop vite en « moi »,« mien »,« moi-même ». Une meilleure compréhension de leur fonctionnement permet d'acquérir une meilleure lucidité sur les phénomènes à l'œuvre chez soi et chez les autres. C'est pourquoi ils restent actuels. Non pas parce qu'ils remplaceraient Freud, Jung, la phénoménologie ou les neurosciences, mais parce qu'ils répondent à une question qui demeure : comment une expérience composée devient-elle une identité à laquelle nous nous attachons ? Si l'on s'arrête à ce stade, les 5 agrégats peuvent encore apparaître comme une théorie supplémentaire, une manière parmi d'autres de découper l'expérience humaine. On pourrait les comprendre, les mémoriser, les comparer à d'autres modèles, et pourtant ne rien changer de fondamental dans la manière de vivre. Et c'est ici que la pratique intervient. Dans le bouddhisme, les 5 agrégats ne sont pas un objet de spéculation. Ils sont un outil d'observation. Ils ne sont pas faits pour être crus, mais pour être vus. Et cette vision ne se produit pas seulement par l'analyse intellectuelle, elle se développe dans une pratique comme Zazen. Zazen est une forme d'assise silencieuse, sans objet particulier, dans laquelle on laisse apparaître ce qui est déjà là. Le corps, la respiration, les sensations,
les pensées, les émotions, les tensions, les mouvements de l'esprit. Il ne s'agit pas de produire un état particulier, ni de corriger immédiatement ce qui apparaît. Il s'agit avant tout d'observer et de se laisser absorber par cet ensemble pour le vivre pleinement. Et dans cette observation, les agrégats deviennent visibles. Le corps est perçu directement, non comme une idée, mais comme une présence concrète. Posture, respiration, tension, détente, c'est le premier agrégat. Le ressenti apparaît sans être immédiatement transformé en réaction. Une sensation agréable ne devient pas nécessairement attachement. Une sensation désagréable ne devient pas immédiatement rejet. Les sensations sont vues avec un regard neuf. Le second agrégat apparaît ainsi dépouillé de toute réaction réflexe. La perception peut être vue comme une interprétation et non comme une réalité absolue. Ainsi, la douleur qui apparaît dans l'inconfort de la posture est analysée comme une douleur dangereuse ou non. Doit-on bouger la posture de quelques millimètres ou n'est-ce pas nécessaire ? Le sentiment de plénitude qui vient d'apparaître ne va-t-il pas me conduire à m'endormir ? Ces traductions de sensations en un début de réflexion, amplifiant l'expérience, sont la rencontre du troisième agrégat. Mais rapidement, ces perceptions se sont transformées parfois en pensées. Ce sentiment de plénitude, est-ce ça qu'on appelle l'éveil, le nirvana ? Pas encore. Les formations mentales deviennent plus lisibles. Une pensée apparaît, mais on peut la qualifier de pensée. On choisit de la laisser passer, avec plus ou moins de facilité. Et le mental cherche à se réapproprier notre attention et notre concentration. C'est la manifestation du quatrième agrégat. En le considérant comme un simple phénomène, on peut accepter plus facilement de laisser passer la pensée. La conscience elle-même se manifeste comme un flux d'attention qui se déplace, se fixe, se disperse, revient. Elle va naviguer entre ces quatre agrégats, vérifiant la posture jusqu'aux manifestations de la pensée. Elle est le cinquième agrégat. Tant qu'on ait conscience de quelque chose, on est encore dans le cinquième agrégat. Zazen ne modifie pas directement les agrégats. Il modifie le rapport que l'on entretient avec eux. Ce qui, auparavant, était vécu comme un moi compact, devient un ensemble de phénomènes observables. Et ce déplacement est discret. Mais lorsque ces 5 agrégats sont pleinement vécus pour ce qu'ils sont, alors se produit une unité sans temps, sans durée. L'observation des 5 agrégats, pleinement vécus et assimilés dans l'expérience de Zazen, permet paradoxalement de se détacher et de se mettre à flotter d'une certaine manière au-dessus d'eux, tout en étant encore eux. On peut rapprocher cette compréhension de ce que nous dit Dogen au début du Genjo Koan, le 3e chapitre du Shobogenzo. Il écrit ceci. Quand tous les dharmas sont vus comme le dharma du Bouddha, il y a l'illusion et la réalisation. Il y a la pratique, il y a la vie et la mort. Il y a les Bouddhas et les personnes ordinaires. Quand aucun des 10 000 dharmas ne s'appuie sur le soi, il n'y a ni illusion ni réalisation. Il n'y a ni Bouddha ni personne ordinaire. Il n'y a ni vie ni mort. La vérité du Bouddha, originellement, transcende l'abondance et la pénurie. Et ainsi, il y a la vie et la mort, il y a l'illusion et la réalisation, il y a les personnes ordinaires et les Bouddhas. Le mot dharma est ici pris dans plusieurs acceptions différentes. C'est d'ailleurs un mot complexe dans le bouddhisme. Il désigne tout à la fois la pensée du Bouddha, l'expression de la vitalité dans l'univers et l'éveil. La première phrase, quand tous les dharmas sont vus comme le dharma du Bouddha, peut se reformuler en quand toute chose est reconnue comme expression de la réalité éveillée. Cela signifie que la réalité,
avec toute la diversité qu'elle représente, apparaît pleinement lorsqu'on est éveillé. C'est d'ailleurs le sens de l'énumération qui suit. Il y a l'illusion et la réalisation, il y a la pratique, il y a la vie et la mort, il y a les Bouddhas et les personnes ordinaires. La réalisation est un terme équivalent à éveil. Ainsi, lorsqu'on est éveillé, on voit le monde dans toutes ses représentations phénoménales, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau de la forme, que ce soit au niveau des émotions, dans toutes les dimensions de ce que l'être peut percevoir autour de lui, on voit tout. La seconde phrase énonce une idée peut-être plus simple à comprendre, à mon sens. Quand aucun des 10 000 dharmas ne s'appuie sur le soi, il n'y a ni illusion ni réalisation, il n'y a ni Bouddha ni personne ordinaire, il n'y a ni vie ni mort. L'expression 10 000 dharmas est une expression qui signifie la totalité de l'univers. L'emploi du nombre 10 000 dans la langue chinoise et japonaise signifie la totalité. Le terme dharma représente ici l'essence des choses. Le paradoxe est d'évoquer l'essence des choses qui ne s'appuie pas sur le soi. Cela signifie que l'essence des choses est relative. On vise la vacuité, c'est-à-dire les relations conditionnées par l'interdépendance entre les différentes strates de notre univers. La capacité à saisir une chose dépend de ses relations avec toutes les autres choses qui coexistent avec elle. Ainsi, dans le cadre de cette phrase, si on est éveillé, on perçoit que les phénomènes n'ont pas d'existence propre. La première phrase nous indique que l'éveil conduit à embrasser l'univers dans sa diversité, et la seconde phrase que l'éveil conduit à aller au-delà de la forme et de constater la vacuité. Cela pourrait paraître contradictoire, mais à l'image de la physique quantique, les deux états se superposent et sont simultanés. C'est le sens de la troisième phrase. La vérité du Bouddha, originellement, transcende l'abondance et la pénurie. Et ainsi, il y a la vie et la mort, il y a l'illusion et la réalisation, il y a les personnes ordinaires et les Bouddhas. La réalisation de la voie du Bouddha, on emploie aussi parfois le terme d'actualisation, passe par la coexistence des deux états. Il y a transcendance de l'état d'abondance et de pénurie, c'est-à-dire du plein et du vide. La voie du Bouddha conduit à dépasser cette distinction que semble opposer la première phrase et la seconde phrase. Dogen dit que la voie dépasse cette opposition et que pourtant les phénomènes continuent d'apparaître. Il y a bien la superposition des deux états. Le plein, c'est la diversité des phénomènes, et le vide, entre guillemets le vide, c'est la vacuité, c'est cette existence conditionnée et interdépendante des phénomènes avec le reste des autres phénomènes. Quand tous les dharmas sont vus comme le dharma du Bouddha, il y a l'illusion et la réalisation. Il y a la pratique, il y a la vie et la mort. Il y a les Bouddhas et les personnes ordinaires. Quand aucun des 10 000 dharmas ne s'appuie sur le soi, il n'y a ni illusion ni réalisation. Il n'y a ni Bouddha ni personne ordinaire. Il n'y a ni vie ni mort. La vérité du Bouddha, originellement, transcende l'abondance et la pénurie. Et ainsi, il y a la vie et la mort, il y a l'illusion et la réalisation, il y a les personnes ordinaires et les Bouddhas. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté un monde ordinaire et de l'autre un monde éveillé. Il y a une seule expérience qui peut être saisie comme réalité solide et vue comme phénomène conditionné. C'est exactement ce que montre l'analyse des 5 agrégats. Le corps apparaît, les sensations apparaissent, les perceptions apparaissent,
les formations mentales apparaissent, la conscience apparaît. Pris comme des éléments séparés et appropriés, ils forment ce que l'on appelle un moi. Vus comme des phénomènes conditionnés, ils ne reposent sur aucune base fixe. Et pourtant, ils continuent d'apparaître. C'est ici que la pratique de Zazen prend tout son sens. Dans cette perspective, on peut dire que Zazen introduit une forme d'équilibre. Mais ce mot doit être compris correctement. Il ne s'agit pas d'un équilibre mécanique, comme si chaque agrégat devait être réglé ou harmonisé volontairement, ajusté les uns aux autres. Il s'agit plutôt d'un équilibre qui apparaît lorsque l'identification se relâche. Une forme de dépassement des distinctions. Le corps n'est plus vécu uniquement comme mon corps, mais comme une condition changeante. Le ressenti n'est plus immédiatement saisi ou rejeté. La perception n'est plus prise pour une vérité absolue. Les formations mentales ne sont plus des ordres impératifs, mais des tendances observables. La conscience n'est plus confondue avec un sujet fixe. Ce relâchement ne produit pas une absence d'expérience. Il produit une expérience plus entière, plus complète d'une certaine façon. Le sentier octuple joue d'ailleurs un rôle complémentaire dans cette perspective. Il ne s'agit pas d'une série d'étapes linéaires, mais d'un ensemble de dimensions de la pratique que préconise le Bouddha pour avancer sur la voie. Il s'agit de la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et chacune de ces dimensions engage les agrégats. La compréhension juste concerne la perception, voir les phénomènes comme conditionnés. La pensée juste et l'effort juste concernent les formations mentales, orienter les tendances sans les absolutiser. La parole juste et l'action juste concernent la manière dont les agrégats s'expriment dans le monde. L'attention juste et la concentration juste concernent directement la conscience. Et le corps est impliqué en permanence dans la posture, dans l'action, dans la manière d'être présent. Le sentier octuple n'est donc pas un code moral extérieur, c'est une manière de transformer progressivement le rapport aux agrégats dans la vie quotidienne. Zazen et le sentier octuple ne sont pas deux choses séparées. Le premier est une pratique directe dans l'immobilité, l'autre est une pratique d'action dans la vie. Les deux participent à l'actualisation de la voie. À ce point, on peut reformuler ce que signifie l'éveil, sans en faire quelque chose de mystique ou d'inaccessible. L'éveil ne consiste pas à acquérir un état particulier, ni à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à voir clairement. Voir que ce que l'on appelait « moi » est un ensemble de processus. Voir que ces processus sont conditionnés. Voir qu'ils n'ont pas d'existence indépendante. Voir que cette absence d'essence ne supprime pas l'expérience, mais la rend plus souple. Cette vision ne se stabilise pas par une compréhension intellectuelle seule. On peut comprendre parfaitement les 5 agrégats comme théorie et continuer à réagir exactement de la même manière dans les situations ordinaires. Ce qui transforme réellement, c'est la capacité à reconnaître ces processus dans l'instant même où ils se produisent. Une colère apparaît, un attachement apparaît, une pensée apparaît. Et au lieu de dire immédiatement « c'est moi », il devient possible de voir « cela apparaît dans certaines conditions ». C'est dans ce déplacement que la vacuité devient concrète, non pas comme une idée abstraite, mais comme une manière de lire l'expérience. Les 5 agrégats ne sont alors plus une doctrine, ils deviennent une grille de lecture du monde. Et cette grille ne sert pas à expliquer le monde, elle sert à voir comment le monde est vécu et comment cette expérience est transformée en identité.
Dans Zazen, il ne se produit pas nécessairement un état calme ou paisible. Souvent apparaissent au contraire agitation, fatigue, impatience, douleur, ennui même ou dispersion. Mais ces phénomènes deviennent justement visibles comme phénomènes. Ainsi, ces moments où Zazen semble, entre guillemets, ne pas fonctionner, sont également des étapes dans la voie. Cela nous rappelle l'impermanence. Nous sommes confrontés à ces états changeants à différents niveaux. Et ces différents niveaux sont souvent l'occasion de les relier à un agrégat. Ce qui change avec la pratique, ce n'est pas le monde. Ce qui change, c'est la manière dont il est saisi. Cette dernière partie sur les 5 agrégats se termine. J'espère que cette série de 3 épisodes sur cette notion assez complexe vous aura éclairé. J'ai utilisé la traduction de Guido Nishima et de Eric Albouy des éditions Taizen Éditions, que je remercie pour l'aimable autorisation concernant la citation. Vous trouverez d'ailleurs les coordonnées de cette maison d'édition dans la description de l'épisode. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute. Ce podcast n'a de sens que parce que vous êtes présents. Et merci également pour vos encouragements et vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez de toute façon, à me contacter par email zendosansmur@gmail.com ou par message via la page Facebook ou le compte Instagram, notamment pour me proposer des thèmes qui vous intéressent ou qui vous intriguent. Continuez à partager le podcast et à en parler autour de vous. Cela permet de rendre le zen plus accessible et de montrer son caractère actuel et vivant. À bientôt.